Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Valérie Michaud. Je suis professeure ici à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM et je suis responsable du pôle crise UQAM. Donc, ça me fait plaisir de vous accueillir pour cette table ronde Fonds méthodologiques, les communautés et le territoire. On a aussi plusieurs personnes en ligne, donc bienvenue à ces personnes-là également. Merci de vous joindre à nous. L'activité est organisée à l'initiative de membres du Centre de recherche sur les innovations sociales, donc le CRISE. Elle propose de mettre en dialogue 3 dispositifs de recherche dans le milieu de recherche dont la démarche de production et de mobilisation des connaissances est ancrée à la fois dans le milieu universitaire, dans les communautés et dans le territoire. Nous remercions donc les panélistes qui proviennent du Grand Dialogue pour la transition, de l'incubateur universitaire de parole d'exclus, ainsi que du service aux collectivités de l'UQAM. Donc, merci à vous d'avoir accepté d'être des nôtres pour partager avec la communauté ici présente et en ligne, des différents exemples concrets, des approches, des méthodologies de recherche innovantes, porteuses de justice épistémique pour leur communauté. Nous tenons également à remercier chaleureusement le vice-décanat à la recherche de l'ESG UQAM pour la précieuse contribution à cet événement. Avant de céder la parole à Sylvain Lefebvre, qui est le directeur du CRISE, qui présidera la table ronde. Donc, on désire mentionner que l'événement est enregistré. Donc, pour les personnes en mode vidéoconférence, et là, je vous regarde spécifiquement, nous vous demandons de garder vos microphones fermés. Également, si vous ne voulez pas apparaître dans l'image, éteignez simplement vos caméras et vous pouvez aussi, à loisir, là, poser vos questions dans le fil de discussion. Donc voilà, je cède la parole à Sylvain. Bonne table ronde. Bonjour, on est ravis de vous accueillir. L'enjeu de la recherche partenariale, de la recherche engagée, recherche participative, avec les communautés, il y a plein de manières de la nommer, que ça peut dire aussi des choses différentes. C'est quelque chose qui est très important au CRISE depuis sa création dans les années 80. Et en même temps, les mots qu'on utilise, mais aussi les approches, elles évoluent. Par exemple, justice épistémique est un terme qu'on utilise beaucoup dans les dernières années. On nommait différemment ces enjeux-là précédemment. On est ravis aujourd'hui d'avoir dans ce panel trois groupes en fait, qui travaillent avec des perspectives, et comme le disait Valérie, avec l'enjeu aussi du territoire, de travailler sur des territoires particuliers, avec des communautés spécifiques. Je vais très rapidement les présenter et ensuite leur donner, ils auront une vingtaine de minutes chacun pour aborder des questions. Tout d'abord, pour l'incubateur universitaire de parole d'exclus, qui est à ma droite, deux personnes, Sonia Taylor-Rosas, qui est professeure ici à l'ESG UQAM, qui est membre du CRISE, et donc qui est chercheuse vraiment en milieu académique, on peut dire, mais qui travaille aussi avec des recherches partenariales. À côté d'elle, Grégoire Autain, lui, travaille dans un organisme communautaire, Parole d'exclus, qui est à Montréal-Nord. Donc, il a vraiment un ancrage d'abord dans un organisme communautaire, mais c'est un chercheur aussi, qui a fait un doctorat aussi, qui fait de la recherche aussi, et les deux ensemble, co-dirigent l'incubateur universitaire de parole d'exclus, qui est une structure très particulière dans le paysage québécois de la recherche. Et Grégoire, lui, est sociologue, Sonia est économiste de formation, et donc tous deux sont membres du CRISE. Ils vont passer en premier, pas pour des raisons de préséance quelconque, mais parce que Sonia a à 12h55 un devoir académique. On en a quelques-uns, elle va donc nous quitter, mais Grégoire sera là pour répondre aux questions. On entendra ensuite pour le grand dialogue sur la transition, Olivier Riffon, qui est professeur en éco-conseil à l'Université du Québec à Chicoutimi, membre nouvellement arrivé au CRISE, donc on est ravis qu'il s'implique déjà et qu'il soit là, pour puissiez le rencontrer et qu'on le voit aussi à l'œuvre. Lui, il a un doctorat en développement régional et il est impliqué fortement dans cette démarche dont vous avez peut-être entendu parler. En tout cas, moi, j'en ai beaucoup entendu parler, donc je suis ravi qu'ils soient là tous les deux, qui est le grand dialogue régional pour la transition sociale et écologique au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, Olivier, lui, a des pieds d'abord dans le milieu académique, fait beaucoup de systèmes, mais engagé beaucoup avec ces acteurs-là.
Et à côté de lui, Sophie Tremblay-Simard, elle est agente de mobilisation au service du Grand Dialogue. Et elle aussi a un parcours académique en horticulture, en management, en développement international, en développement rural. Donc, on est tous porteurs on a tous des parcours académiques et porteurs de connaissances, mais après, on a des ancrages différents, c'est le fonctionnement. Ensuite, on entendra pour le service aux collectivités de l'UQAM, Eve-Marie Lampron, qui est agente de développement, responsable du protocole UQAM Relais Femmes. Elle vous expliquera sans doute ça, qui est un protocole historique au service aux collectivités avec l'organisme Relais Femmes. Et elle est aussi professeure associée à l'IREF, qui est l'Institut de recherche féministe à l'UQAM. Et à côté d'elle, Mélanie Pelletier, qui travaille aussi au service aux collectivités, mais elle, agente de développement au domaine communautaire du service aux collectivités depuis 2018. Trois séries de questions qu'on a adressées à chacun de ces trois groupes. Premièrement, c'est ce à quoi ils vont répondre maintenant. Premièrement, la première question, c'est de nous rappeler très brièvement ce qu'est le dispositif, son origine, les raisons qui ont présidé à son émergence et en gros, comment ça fonctionne cette chose-là. Ensuite, la deuxième série de questions, c'est qu'est-ce qui constitue dans leur approche, dans leur méthode, une possible innovation sociale porteuse de justice épistémique. Comment ça s'articule concrètement dans les projets, cette ambition-là? Et enfin, on leur a demandé les défis que ça posait, et les difficultés pour les communautés, pour les chercheurs, pour les chercheuses, et comment on fait pour surmonter ces défis-là. Alors, chacun a une vingtaine de minutes et je passe tout de suite la parole en lançant mon chronomètre impitoyable. Très bien, tout le monde a mis sa propre ceinture de sécurité chronométrique. Alors, c'est parti. Je vous passe la parole tout de suite. Oui, merci pour l'accueil. Ça fait très plaisir de venir parler de ce dispositif avec Sonia. C'est la première fois qu'on fait une présentation ensemble sur l'IUPE. Donc, c'est une première pour nous aussi. C'est vraiment plaisant. On va essayer d'aller assez vite parce qu'elle doit quitter vite. Donc, on ne va pas avoir le droit de, même si tu voulais, copier, on le fera tout seul. Donc, je vais aller assez rapidement sur l'origine de l'IUPE, donc l'incubateur universitaire de Parole d'Exclus. C'est un dispositif qui est né en même temps que Parole d'Exclus. Parole d'Exclus, c'est un organisme communautaire qui fait de la lutte à la pauvreté et à l'exclusion à Montréal-Nord à partir de la recherche-action et de la mobilisation citoyenne. Et dans le fond, dès la fondation de Parole d'Exclus en 2006-2007, il y a un groupe de chercheurs, surtout à l'UQAM, un peu à l'UDM, qui sont impliqués avec les acteurs terrain pour amener la recherche dans les projets de Parole d'Exclus et amener cette perspective de recherche-action. Donc, au début, c'était des chercheurs académiques qui travaillaient des acteurs terrain pour croiser des savoirs, mobiliser les citoyens et trouver des pistes de solutions avec les citoyens concernés aux enjeux de pauvreté et d'exclusion. En 2013, il y a un grand changement qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un financement qui a été obtenu par Parole d'Exclus pour embaucher une chercheure à temps plein à Parole d'Exclus. Donc là, c'est le début de ce qu'on pourrait appeler la recherche plus communautaire, qui appartient au milieu d'action. Et là, l'IUPE a comme muté, puisqu'il y avait une recherche qui était ancrée sur le terrain, qui du coup avait cet ancrage territorial, qui se déployait dans un projet long et non pas sur des projets ponctuels. On continue finalement avec la mobilisation citoyenne. Et l'IUPE continue à faire ce pont avec la recherche académique, mais à ce moment-là, la recherche académique venait de manière des soutiens ponctuels pour des projets spécifiques ou des caisses de résonance pour accompagner ou appuyer l'action terrain. Peu à peu, à partir de 2018 notamment, il y a l'équipe sur le terrain qui s'est étoffée avec des agents de recherche qui ont été embauchés, etc. Et les capacités donc, internes de recherche ont augmenté. Les collaborations se sont internationalisées, c'est-à-dire que l'IUPE a commencé à collaborer à la fois avec d'autres organismes à Montréal-Nord, mais aussi à Montréal, et y compris aller dans des conférences en Belgique, en Suisse, collaborer avec des organismes en Amérique du Sud, etc. Donc là, ça s'est comme vraiment développé. On a l'identité de la recherche communautaire, elle s'est aussi affinée. Et là, le lien avec le CRIS s'est aussi approfondi. On a commencé à avoir, enfin, il y avait déjà beaucoup de liens, mais on a eu de plus en plus de liens, etc. Puis là, les chercheurs, on est allé chercher des chercheurs académiques pour des expertises très précises. En fait, la recherche communautaire est devenue plus spécialiste de la méthodologie, puis on a cherché des expertises thématiques, on va dire, dans l'académie pour venir appuyer sur les projets spécifiques. Aujourd'hui, je vous ai dit que j'allais faire ça très vite. Aujourd'hui, dans le fond, il y a un renforcement de l'ancrage terrain, puis un rééquilibrage de la relation entre l'académique et le milieu terrain. Et puis, depuis qu'on a commencé à travailler ensemble avec Sonia, on essaie de développer ce double ancrage. Là, je vais laisser la parole sur comment est-ce qu'on fonctionne. Je vous raconte comment c'est fait actuellement. Ça fait une année que Grégoire et moi, on co-dirige et
quand j'ai réfléchi, on parlait avec les voix pour la présentation d'aujourd'hui, je pensais en termes de technologie sociale. Et en technologie sociale, on pense quels sont les piliers d'une méthodologie pour que ça marche. Et moi, j'ai identifié 3 piliers. Le premier pilier qui est essentiel, que dans ces piliers-là, ce n'est pas les UPE, c'est les tandems communautaires académiques. Et ces tandems avec des responsabilités partagées, mais des responsabilités propres. Et si on pense à la recherche universitaire, donc les pieds dans l'université, c'est cette composante qui permet d'avoir accès à certains types de ressources. Donc, par exemple, du financement à la recherche, mais aussi des ressources, un type de ressources, je ne dis pas ressources, des expertises. Et permet ces liens avec d'autres personnes qui sont dans l'académie, dans les universités, pour aller répondre à des besoins en recherche du terrain. Puis, quelque chose que je pense est essentiel dans cette composante académique, c'est l'éclairage théorique. Et l'éclairage théorique, parce que la recherche dans les milieux communautaires, ils sont dans l'action. Donc, avoir les pieds dans l'université permet aussi un temps d'arrêt, un temps de pause pour dire, bon, comment ce qu'on voit dans les terrains, il peut être éclairé à partir de la théorie. Par rapport au deuxième composante essentielle du tandem, la partie communautaire, moi, je pense que l'essentiel, c'est qu'il nous permet, en étant dans l'université, d'être à l'écoute du terrain. C'est la composante communautaire qui nous approche aux problématiques réelles et aux problématiques locales. Et Sylvain nous disait tout à l'heure territorialisé. Dans notre classe, une problématique très, très proche de ce qui se passe à Montréal-Nord. Et puis, dans les deux cas, c'est essentiel, je pense, l'interrelation. On ne les fait pas un sans l'autre. Donc, c'est une indication de tous ces pieds dans des espaces différents. Par rapport à la posture méthodologie, et moi je commence avec la posture, et c'est qu'on s'est traditionnellement développé à l'incubateur et on le fait encore, c'est la réflexivité. Et c'est une recherche, un type de recherche, comme je disais tout à l'heure, qui est très à l'écoute du terrain. Donc, ça ne part pas des problématiques théoriques, ça part des réalités et des besoins du terrain. Et dans tous les processus, on essaie, on tend vers la justice épistémique dans le sens, on est à l'écoute, on essaie d'être à l'écoute toujours de l'autre, des besoins et des connaissances et des savoirs qui ne sont pas académiques, mais sont si essentiels que l'académique. Donc, je pense que c'est ça la posture qu'on adopte, que ce n'est pas toujours simple en venant des universités, parce qu'on sort avec une posture universitaire. Donc, c'est comment changer la posture dans le respect d'autres types de connaissances et d'autres types de manières de faire. Et si on peut illustrer notre posture avec des cas concrets, qu'on a fait récemment, on participe de manière constante dans ce qu'on appelle des comités de pilotage, c'est-à-dire des comités qui suivent des recherches qui, dans certains cas, naissent des problématiques locales, mais d'autres organismes. On l'a fait récemment avec un comité de pilotage sur les barrières à l'inclusion sociale à Montréal-Nord. Ce sont les organismes qui avaient des financements, qui ont proposé une recherche parce qu'ils avaient besoin, qui ont choisi une étudiante pour participer du projet. Nous, en étant chercheurs communautaires et universitaires, on accompagné tous les processus en donnant cet éclairage méthodologique, théorique, etc. Et voilà pour la posture. Pour la méthodologie, dans le fond, la spécificité, moi je parlais plus du point de vue de la recherche communautaire. La spécificité, c'est vraiment l'autonomie de la recherche communautaire qui va répondre à des impératifs qui vont être différents forcément des impératifs académiques. Puis ça va être un travail constant de va-et-vient à faire pour répondre aux exigences des uns et des autres. Mais quelque chose de très particulier, c'est qu'on fait de la recherche-action, donc toutes les activités de recherche, les actions de recherche qu'on va faire doivent tendre vers l'action. C'est notre résultat principal, c'est des actions qui vont naître. Puis la production de connaissances, c'est comme un sous-produit, on pourrait dire. C'est important, mais c'est sûr que c'est pas... Moi, je suis moins payé pour produire des connaissances que pour appuyer des actions. Les deux dimensions fondamentales de la recherche telle qu'on l'a fait, la première, c'est la dimension très forte participative.
C'est-à-dire qu'on va essayer à chaque fois de faire participer différents acteurs de différentes manières, mais dans l'ADN de Paroles d'Exclus, il y a au centre du modèle d'action, ça va être les citoyens, les citoyennes de Montréal-Nord qui vivent des enjeux d'exclusion, de pauvreté et d'exclusion. Donc c'est sûr qu'on va faire tout un travail important pour faire participer, inclure les populations qui sont concernées par ces enjeux-là. Puis de ce point de vue-là, on travaille d'un point de vue territorial. Donc on est ancré dans 2 quartiers, puis on travaille avec les gens qui habitent dans ce quartier-là. Mais on va aussi essayer d'inclure d'autres perspectives, d'autres acteurs, donc les acteurs communautaires, des praticiens, des praticiennes, puis les acteurs académiques. C'est sûr que c'est essayer de tisser des liens entre ces différents types d'acteurs, ces différents types de savoirs qui sont portés par ces différents acteurs. Il y a plein d'enjeux de la participation citoyenne, puis là, je pense que je n'ai pas trop le temps de développer là-dessus pour en parler dans les questions, mais c'est sûr que notre manière la plus... on essaie toujours de créer des espaces de participation, c'est-à-dire que le déroulement des projets ne va pas dépendre de la participation, mais on va essayer à tout moment d'avoir des espaces pour que la participation se passe. Mais si à un moment dans un projet, il n'y a pas de participation, ben on va quand même aller de l'avant, tout en maintenant ces espaces ouverts, en les alimentant, en les alimentant, etc. L'autre grande dimension de cette manière de faire de la recherche, c'est on l'a fait de manière très inductive. Alors bon, je sais que d'un point de vue épistémologique, on ne fait jamais de l'induction pure, là, mais on essaie de donner les outils pour que ça vienne le plus souvent, le plus possible du terrain. On va partir des enjeux, des besoins, des aspirations des citoyens et des citoyennes. On va essayer de faire en sorte que les thématiques qu'on approche émergent du terrain et des citoyens et des citoyennes dans leur participation, dans leurs revendications, dans leurs demandes, etc. Pour faire ça, disons que la méthodologie qu'on utilise, c'est une approche plutôt ethnographique, mais un peu particulière parce que c'est comme une ethnographie organisationnelle, si on veut. Ce n'est pas tant un chercheur ou une chercheuse qui est sur le terrain tout le temps, que l'organisation Paroles d'Exclus, qui est là depuis longtemps à Paroles d'Exclus, qui a tissé les liens de confiance, qui a tissé les liens de relation avec les différents acteurs et actrices du quartier, et les chercheurs rentrent et héritent finalement de cette ethnographie organisationnelle et la continuent, l'approfondissent, etc. Ce qui permet d'être sur un temps très long sur le terrain, et de manière collective aussi. Et on pourra en revenir plus tard dans la discussion, mais les différentes personnes qui travaillent à Paroles d'Exclus participent aux recherches différemment que les chercheurs, mais vont participer quand même des recherches de la même manière que les chercheurs participent aux actions. Donc il y a vraiment cette interrelation qui est forte dans la dimension ethnographique et dans la dimension inductive. 2 autres éléments importants de notre travail qui sont assez innovants, j'imagine, c'est comme on fait le lien entre le milieu de l'action et le milieu de la réflexivité plutôt académique, on essaie de trouver des manières de mettre en pratique, de rendre accessible, de faire atterrir des innovations théoriques qui sont parfois un peu perchées, un peu loin dans l'académie, loin du terrain, de trouver des manières de les faire atterrir sur le terrain, de les faire atterrir dans l'action. Un exemple, c'est par exemple, on a beaucoup travaillé sur la justice épistémique, on en parle beaucoup, puis c'est trouver des manières de faire en sorte que cette théorie, ce concept qui est un peu éloigné de l'action, en fait, il y a des liens très forts avec l'action, mais qui est développé dans un langage inaccessible, de le faire atterrir pour l'utiliser dans l'action. Et le dernier rôle qu'on va jouer beaucoup du point de vue de la recherche communautaire, c'est être un rôle de médiateur et de traduction entre les différents milieux, entre le milieu académique, entre le milieu de terrain, entre les citoyens, entre les milieux communautaires, etc. Donc, c'est ça un peu les différentes fonctions qu'on va avoir. Je laisse la parole pour la dernière partie de cette... Mais avant de passer à la dernière partie, parce que je vois qu'il a encore 2 minutes, je profite pour dire aussi toute seule à Montréal. Donc, il y a plein d'organismes qui sont dans cet écosystème d'organismes, donc ça nous permet d'aller travailler aussi avec d'autres organismes. Puis, à la recherche communautaire, ce qui permet d'avoir cet tandem avec la recherche universitaire, c'est l'accès à d'autres. Nous avons les membres, il n'y a pas un membership formel, mais là, les amis de l'UPE qui sont là et qui sont engagés et qui on les mobilise dans des sujets qui sont en lien avec les terrains. Oui, d'autres dispositifs, par exemple, les services de collectivité, ça permet aussi d'avoir ces liens et alimenter la recherche partenariale. Et la troisième question, c'était les défis. Les défis que ça nous pose en étant chercheur universitaire. Moi, je vais parler du point de vue universitaire, quelques défis. Et il y a un défi qu'on n'a pas parlé, mais je pense qu'il est toujours présent, il a toujours un rapport de pouvoir. Quand on arrive en étant prof, il a quelque chose à briser du point de vue de prof, pour sortir de ce monde de prof académique. Puis pour l'autre aussi, et comment faire entrer un prof dans les dialogues que c'est bien de recherche. Donc, je pense que c'est qui se pose. Et il a un défi aussi du point de vue de fonctionnement.
lié au temps. C'est un type de faire la recherche qui ça prend du temps. Il faut être patient, mais il faut aussi avoir une perspective, et ça en lien avec ce qui est exigé comme tâche, point de vue des professeurs à l'université, avoir le temps pour s'investir dans ce type de recherche, je pense que ça devient majeur pour nous. Puis, aussi avoir le temps de faire un travail, je dirais, presque pédagogique par rapport à d'autres collègues qui ne font pas ce type de recherche. Ça en lien avec la valorisation de ce type de recherche et la compréhension, parce que même si c'est une recherche qu'on a fait, ça fait longtemps, il a une tradition de recherche partenariale, il a encore, je trouve, une connaissance dans le monde académique. Moi, j'ai parlé un peu des tensions qu'on voit entre le milieu de l'action et le milieu de recherche. Puis on a comme identifié 3 grandes, on est encore en train d'un peu de développer, de travailler. C'est des tensions qui ne sont pas des obstacles, mais qui vont plus qualifier la manière dont on travaille, qui sont un peu indépassables, mais qui vont donner un peu la couleur de notre travail, puis qui vont aussi... moi, je vois plus ça comme des défis qui nous permettent d'aller plus loin, d'innover un peu plus, etc. Le premier, ça revient un peu à la question du temps dont tu parlais. Donc, il y a une question de défi de temps, d'implication, etc. Puis, il y a un défi qui est très fort entre le temps de la recherche qui est lent. Puis, même si dans le milieu de l'action, dans les recherches qu'on fait en recherche-action, c'est des recherches qui vont être qualifiées plutôt de courtes d'un point de vue des standards académiques, mais d'un point de vue des standards de l'action, c'est très, très long. Donc, si on fait une recherche en 3-4 mois, c'est déjà trop long. On ne peut pas faire beaucoup plus court. On est obligé d'avoir du temps, de réflexivité, de recul, collecter des données, l'analyse. Tout ça, ça prend beaucoup de temps. Mais le temps de l'action est beaucoup plus, c'est toujours l'urgence. On travaille avec des gens qui sont en situation de pauvreté, d'exclusion, ils ont des besoins là, hier, mais c'est comme ils ne peuvent pas attendre 4 mois pour une solution au problème auquel ils sont confrontés là, tout de suite. Et c'est sûr que nous, notre objectif, c'est en faisant des recherches, de trouver des solutions peut-être plus structurantes, plus à long terme. Donc cette tension entre les temps de la recherche et les temps de l'action est très structurante de notre manière de travailler. Et, ce que ça a comme impact sur le terrain, c'est que ça amène une forme de démobilisation. Les gens vont dire « Ah, super, un projet sur tel sujet, on s'engage, etc. » Mais au bout d'un mois, les gens commencent à dire « Là, qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce qu'on a des retombées? Le temps qu'il y a des retombées, est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est dans des 6 mois? Est-ce que c'est dans 10 ans, etc. » Donc, c'est difficile de garder les gens mobilisés sur du temps long, surtout les citoyens et citoyennes en situation de pauvreté et d'exclusion, mais aussi les acteurs communautaires. Les acteurs communautaire aussi sont dans un temps un peu moins court que les citoyens et citoyennes, mais sont quand même dans un temps assez restreint par rapport au temps de la recherche. Donc, cet effet de démobilisation est important. Puis un autre défi, c'est qu'il y a des impératifs urgents, incontournables. Quand il y a des gens qui juste n'ont pas accès à la nourriture demain, si leur dire, venez, on va faire de l'analyse de données. Il y a comme des impératifs comme ça qui rentrent en clash un peu. Les pistes qu'on a pour travailler ces tensions-là, c'est déjà aller à l'essentiel. On ne va pas aller dans tous les détails de la recherche. Donc, contrairement à quand j'ai fait ma thèse où je suis allé regarder derrière tous les petits points de papier repliés, ce qui se cachait, là, on n'a pas le temps. Donc, aller à l'essentiel, aller au plus rapide, aller voir directement qu'est-ce qui nous permet d'agir. C'est ça le critère, on va dire, de la recherche à chaque fois. Considérer la recherche dès le début comme un processus de mobilisation, de mise en action. Des fois, on peut avoir une vision qu'on fait la recherche, puis on fait l'action, mais c'est de penser déjà dès le début la recherche comme une action en soi. Et donc, de penser conjointement le processus de recherche avec les autres acteurs qui sont plus spécialisés dans la mobilisation, la mise en action, etc. Et avoir des itérations constantes, avoir des moments d'action qu'on prend comme des prétextes des recherches, des moments de recherche qui sont des prétextes d'action. Donc, c'est d'avoir des itérations constantes entre les deux, plutôt que de voir ça de manière schématique comme une boucle ou comme quelque chose de linéaire. La deuxième grande tension, c'est autour des enjeux de participation à la recherche. Donc, j'ai dit, c'est hyper important pour nous que ça fait partie de la manière de travailler d'être participatif, parce que l'avantage, les intérêts, c'est déjà, il y a une question de valeur éthique puis de politique, mais aussi une question que ça assure l'arrimage entre la recherche et les besoins du terrain. On est différents milieux, donc c'est important que ces différents milieux travaillent ensemble pour s'assurer qu'on fasse une recherche qui conviennent aux chercheurs. On veut faire une recherche qui convienne aux chercheurs, mais aussi aux citoyens et citoyennes et aussi aux partenaires. Donc, c'est important qu'il y ait de la participation pour faire ça. Ça permet aussi de travailler, j'y reviendrai un peu après, sur l'appropriation des résultats. Quand les gens participent, ils vont avoir plus de chances de s'approprier les résultats. Et enfin, ça permet, dans l'épistémologie qu'on recherche plus l'intersubjectivité sur les phénomènes sociaux, on va travailler à approfondir cette intersubjectivité en ayant les différents acteurs qui participent aux différents moments de la recherche.
Bon, par contre, ça ne marche pas toujours. Le milieu peut se fatiguer. Il y a l'enjeu de démobilisation dont je parlais tout seul, ça va jouer contre la participation. C'est un travail fastidieux. Tous les gens qui ont fait de la recherche savent qu'il y a des moments très fastidieux dans la recherche. Et il y a une forme de sursollicitation des citoyens, des citoyennes. Les gens, des fois, il y a trop de recherches qui se passent, pas assez d'actions. Comment est-ce qu'on fait pour travailler cette tension-là? On va les travailler en valorisant différents types de participation, donc reconnaître et valoriser d'emblée différents types de participation. Sortir d'une vision dogmatique de les gens doivent participer à tous les moments ou juste à un moment, mais dire c'est correct de participer juste, entre guillemets, en tant que participant à la collecte de données. C'est correct de participer au moment A et pas au moment B. C'est très bien de participer tout le temps, mais du coup de valoriser ces différents moments de participation. Trouver des manières de reconnaître et de reconnaître de différentes manières cette participation-là. Puis ça, c'est un chantier qu'on est encore en balbutiement, je dirais, par l'excuse de comment est-ce on travaille cette reconnaissance-là, à partir de comment est-ce que les citoyens et citoyennes ou les organismes communautaires veulent ou ont besoin d'être reconnus. On peut avoir une vision de c'est quoi d'être reconnu, mais là, l'idée, c'est de travailler avec les acteurs en présence pour savoir, OK, c'est quoi qui fait que vous allez vous sentir valorisé et reconnu, plutôt que de partir de notre propre vision de c'est quoi la reconnaissance. Ensuite, on va essayer de simplifier, d'alléger les protocoles, de pré-mâcher le travail. Donc, quand on fait de l'analyse avec les citoyens et citoyennes, on va faire de la pré-analyse, on va proposer une pré-analyse plutôt que de leur dire rentrez dans les transcriptions, puis vous allez voir, ça va être cool, on va faire des thématiques. On ne fait pas ça. On va y aller plutôt en disant on a pré-mâché le travail, puis on va essayer de travailler avec vous plutôt en dialogue pour que ça soit accessible. La dernière tension, c'est l'appropriation des résultats. Puis ça, c'est essentiel. S'il n'y a pas d'appropriation des résultats, ça ne sert à rien ce qu'on fait. On fait de la recherche qui ne sert qu'à des chercheurs, c'est très bien pour nous, mais moi, mon travail, c'est de travailler pour le milieu de l'action. Donc, comment est-ce qu'on travaille cette appropriation des résultats? C'est difficile. Ça permet aussi la diffusion du langage du terrain. Ça, c'est quelque chose qui est important à Parole d'Exclus, c'est qu'on travaille avec des gens qui ne sont pas audibles, qui sont invisibilisés. Puis la recherche, c'est une des méthodes parmi d'autres pour amener ces paroles-là ailleurs, les faire résonner dans d'autres espaces. Donc, c'est important que ces résultats soient appropriés. C'est difficile parce que vulgariser, tous les gens qui ont essayé, ce n'est pas facile à faire. Il faut être créatif, c'est très difficile à faire. L'autre chose, c'est que la lecture des résultats, ce n'est pas dans le mandat des partenaires. Moi, c'est mon mandat de lire des rapports, ce n'est pas le mandat de mes collègues qui font de la mobilisation, ce n'est pas le mandat des citoyens. Donc, ça devient comme quelque chose qu'ils font à côté sur leur temps libre. Donc, ils ne le font pas forcément, ou ils ne le font pas très bien, ou ils ne le font pas assez suffisamment. Donc, il y a un travail à faire pour aussi rééquilibrer les tâches. Ça fait partie des tâches à faire dans la recherche partenariale qui est parfois pas suffisamment prise en compte. Donc, comment est-ce qu'on fait très vite avant de finir? On essaie d'être très créatif dans la vulgarisation. Puis là, c'est difficile parce qu'on n'a pas toutes les compétences pour faire ça. On va chercher des compétences à droite à gauche pour essayer de le faire. Essayer d'engager les chercheurs et les chercheuses au-delà de la production des résultats. Donc, on ne s'arrête pas à la présentation, on essaie de trouver des manières d'aller au-delà pour alimenter l'action après, quand on a fini la recherche, entre guillemets. La recherche ne finit pas au résultat, mais à l'action. Puis c'est ça qu'il faut rappeler à chaque fois dans les partenariats. Et travailler la participation tout au long de la recherche en sensibilisant à la recherche dès le début. C'est un peu ça les grandes tensions qu'on a trouvées le plus structurées. On va dépasser un peu. 1 minute, pas mal. Merci. Merci. Je suis contente de parler avec vous. Je passe tout de suite la parole. D'accord. Même question. Merveilleux. Moi, je commence par dire que c'est aussi la première fois qu'on présente ensemble. Donc, peut-être des petits arrimages qui vont se faire. En plus, on avait prévu aborder ça en 3 blocs distincts. Puis là, on a appris qu'on avait 20 minutes tout ensemble. Fait que là, on a essayé dans les 15 dernières minutes de réorganiser en scène créative. Ouais. On demande votre indulgence. Des fois, on se répète. Je trouve ça intéressant, en tout cas, parce que je pense qu'on va dire des choses très similaires, mais dans des mots différents, puis dans une image différente. Donc, on a des images. Je sais pas. Non. Bonjour. Oui. On peut passer à la suivante. Donc, Un rôle accessoire. le grand dialogue régional pour la transition sociale et écologique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je trouve que ce nom-là est tellement grand. Capable de passer à la suivante? Non, ça ne fonctionne pas. On va avoir besoin de votre aide pour avancer d'une diable. Un petit. On essaie d'essayer donc. Merveilleux. Donc, le grand dialogue, de son petit nom, c'est une initiative citoyenne qui est née en 2020 vraiment dans un contexte social qui était autour d'une grande polarisation liée à des enjeux de développement du territoire. Puis, pour faire court, parce qu'on veut vraiment parler plus de la méthode, on est parti de l'idée qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on connaît notre territoire, on connaît ses besoins, on connaît les besoins des gens qui habitent, qui occupent ce territoire-là.
on a les compétences, on a les forces locales pour réfléchir, pour améliorer la qualité de vie dans les communautés, en respectant les limites de l'environnement. On s'est dit qu'il était très pertinent de créer un mouvement citoyen autodéterminé qui serait en mesure de co-créer une feuille de route qui pourrait nous mener vers une transition sociale et écologique. Et bien, du coup, essayer de l'accélérer un petit peu aussi. Fait que, on peut passer à la diapo suivante. Oh, ça sent jaune, c'est vrai. C'est écrit dans mon PowerPoint. Donc, comment on fait pour co-construire une feuille de route en gardant les citoyens au cœur de la démarche, mais en amenant une structure qui nous permet de vraiment la mettre en œuvre pour pas que ça soit juste du vent. D'abord, on a pensé à des thématiques qui peuvent rejoindre les gens. Fait que 21 thématiques qui nous permettent de réfléchir. On peut passer à la suivante diapo. Puis, on se fait une belle structure de fonctionnement pour réfléchir puis amener les gens à discuter. Donc, premièrement, on va commencer par... Je trouve ça pas mal d'avoir en arrière de moi. Premièrement, on va commencer par aller dans les milieux pour générer des rêves. L'idée, c'est que, principalement dans le projet qui s'appelle « Entendre toutes les voix », où on va aller dans différents milieux, toutes sortes de milieux pour rencontrer toutes sortes de monde pour discuter autour des 21 thématiques que vous avez vues les images. Ces présentations-là, en fait, c'est sous forme d'animation que ça se passe. Qu'on va, souvent, c'est des demandes qu'on reçoit. Jusqu'à maintenant, c'est beaucoup des demandes qu'on a reçues. On a créé des animations, les chercheurs qui travaillent à l'Agora, qu'on peut en entendre parler, ont créé environ 80 animations qui nous permettent d'aller animer le dialogue autour des thématiques. Puis on construit ces animations-là avec les personnes qui nous reçoivent pour que ce soit vraiment en lien, que ça réponde aux besoins, que ça soit accessible pour les personnes qu'on va aller consulter si on veut, pour discuter. Que ce soit des enfants, des adultes, des gens, des travailleurs, des gens du milieu de la rue, peu importe. Ces animations-là nous permettent de récolter des rêves, des données, si on veut, qui nous permettent de passer à la deuxième étape. Un coup qu'on a rassemblé tous ces rêves-là, ben, de les synthétiser pour en créer, pour arriver à créer des énoncés qui viennent englober ces rêves-là. L'idée, c'est vraiment de ne pas dénaturer les rêves, les énoncés, tous les énoncés de rêves que les citoyens, les citoyennes vont nous avoir amenés, mais vraiment de les synthétiser dans des phrases compréhensibles pour pouvoir en faire un texte qui est intelligible à la fin. Puis, on va essayer différentes formules pour synthétiser ça. Si on entend les données, hein, c'est beaucoup de travail. On va synthétiser entre nous, en gang, ou dans le cadre de synthèse auton aussi, parce qu'on va inviter la population, puis on va essayer de les encadrer dans cette synthèse-là. T'es rendu trop loin. Fait que juste pour vous donner une idée, une synthèse de rêve, ça nous permet de passer de 150 données à 20 énoncés de synthèse qu'on va pouvoir utiliser. Ensuite, la troisième étape, à partir de ces synthèses-là, on va rédiger les rêves en racontant la petite histoire de la région en 2040. Avec cette petite histoire-là, à la fin, si vous voulez voir, j'en ai une copie dans mon... Les personnes qui sont dans la salle, je pourrais vous la montrer. Sinon, demandez-nous un grand dialogue, on va vous en fournir. Avec cette petite histoire-là super bien racontée, on va rassembler des comités d'experts, des gens qui vont être capables de valider, d'infirmer, de confirmer ce qui a été énoncé par les citoyens et les citoyennes pour qu'on puisse le raffiner. Donc, on va passer au travers de plusieurs comités d'experts pour ensuite revenir vers les citoyens et les citoyennes pour leur présenter le rêve pour voir si ça correspond à ce qu'ils et elles souhaitent. Ensuite, à la quatrième étape, on passe à l'action. Puis, c'est pas si simple, on en convient. Puis, au grand dialogue, notre objectif n'est pas de nous faire la transition, mais bien de la mettre de la favoriser, de créer les liens. On va représenter les citoyens, la voix des citoyens dans différentes tables, réseaux, différents projets. Là, ça va être très créatif, qui vont permettre de, pas canaliser, là, mais
magnifier ce qui se passe dans la région et de faire en sorte que la transition puisse s'opérer et soit cohérente et coordonnée. Puis qu'elle vienne répondre aussi à ce que les citoyens et les citoyennes vont avoir énoncé. Ça va prendre différentes formes. Tu peux passer à la suivante. Je vais montrer où est-ce qu'on en est aujourd'hui. On a une grande équipe de mobilisation qui travaille. On a peut-être une trentaine de personnes qui travaillent en collaboration au milieu de la recherche et aussi une équipe de mobilisation. Il y a plus de 80 animations. On a récolté plus de 15 000 rêves parce que c'est en continu. Puis, juste pour vous donner une idée, on a deux énoncés, deux thématiques qui sont bien avancées. L'alimentation, par exemple, on arrive à la fin des comités d'experts, puis il y a déjà de la mise à l'action qui se fait entre autres par le comité Boré. Mais ce qu'on se rend compte aussi, c'est que c'est très dynamique. Fait qu'il y a toujours une recherche, il y a toujours des rêves qui s'énoncent en même temps qu'il y a des initiatives qui se mettent en place. Fait que c'est comme en continu dans les 4 étapes, puis les thématiques évoluent tranquillement. Fait que je te passerai la parole. Je pense que c'est à toi. Ce qu'on essaie de faire est assez complexe. Vous l'avez vu on se disait, OK, on va dire le pourquoi rapidement. On veut qu'une transition s'opère. On va dire le quoi, qu'est-ce qu'on veut faire? Bien, générer du rêve, mobiliser dans l'action autour de ce rêve-là. Là, mon but, c'est de vous parler du comment. Comment on opère ça concrètement. Et dans les derniers 6 mois, en fait, l'équipe qui inclut les gens de la recherche, les gens terrain, des citoyens et citoyennes très, très impliqués, puis même des organisations avec lesquelles on collabore souvent, qui sont aussi partie prenante du processus, bien, on a réfléchi à ce qu'on appelle nos pratiques fondatrices. Puis on a identifié 6 pratiques, en fait, des choses qui sont là depuis le début, qu'on est capable de formaliser, de dire, OK, maintenant, c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est comme ça qu'on peut fonctionner. Et ces pratiques-là sont en tension interne, sont en tension entre elles, génèrent des défis, mais génèrent aussi des pistes là, d'innovation, de créativité. Fait que l'avantage d'avoir 6 pratiques, je regarde le temps. Si je n'ai pas le temps de voir les 2 dernières, c'est pas grave. Là, on va les traiter une par une, puis on va essayer d'illustrer un peu comment ça se matérialise, en fait, cette idée-là. Puis, Sophie a mentionné, je vous écoutais parler, Sonia Grégoire, puis le 2/3 de ce qu'ils ont dit s'applique. Je pense qu'il faut juste changer le contexte, les publics et tout, là, puis c'est vrai, c'est tellement cohérent, je trouve ça fantastique, ça fait comme du bien de savoir. OK, fait qu'une première pratique qu'on a dans le grand dialogue, c'est de fonctionner de façon horizontale, sans structure hiérarchique, avec un mélange de sociocratie pour ceux et celles qui connaissent et de stigmergie pour ceux et celles qui connaissent. Fait que sans aller dans le détail de ces modes de fonctionnement organisationnel, sachez qu'il n'y a pas de directeur, il n'y a pas de directrice au grand dialogue. On est toutes des personnes impliquées. Il y a des gens qui ont des rôles très, très spécifiques de liaison, de passer de l'information, mais le pouvoir est franchement partagé, réparti. Et la plupart des décisions se prennent en collégialité, par consentement, voire des fois par consensus unanime très fort. Ça arrive. Et comment on opère la sociocratie, c'est qu'on est structuré en cercles de travail. Puis chaque cercle s'occupe d'une fonction du grand dialogue. C'est la communication, la liaison, la mobilisation, l'animation, parce qu'on fait beaucoup d'animation, la recherche, l'éthique, la gestion administrative. Donc, chaque cercle de travail s'occupe d'une fonction. Dans chaque cercle de travail, on va essayer d'avoir les 4 forces dont je vous parlais, là, donc des gens de la recherche, des gens de l'équipe terrain du grand dialogue, des citoyens et citoyennes impliqués et des organisations qui collaborent avec nous. C'est un peu des alliés régionaux. On essaie de regrouper cette diversité d'acteurs au sein de chacun des cercles de travail. Et ces cercles-là, ils travaillent aussi en s'échangeant énormément d'informations pour garder un peu une espèce de cohérence dans tout ça. Les défis associés, le temps que ça prend de faire ça. Ça fonctionne très bien. Hein? Ça fait 2 ans et demi qu'on fonctionne dans ce processus-là. Puis, on voit que ça nous permet d'avancer. Mais c'est sûr que c'est long. Puis, on parlait de temporalité. Ça va revenir souvent aussi la question des différentes temporalités. Quand on essaie d'impliquer des citoyens dans une démarche, dans un mouvement comme ça, il y a des gens à qui ça plaît de réfléchir structure, de réfléchir processus, éthique et tout ça. Il y a des gens qui veulent que ça bouge, qui veulent qu'on opère sur le terrain. Donc, on sait qu'on a perdu des gens à cause du temps qu'on a pris à se structurer et à développer nos mécanismes de fonctionnement.
Vous allez le voir tout de suite après, ces gens-là, on essaie de trouver des façons de les ramener finalement dans le mouvement, des façons qui correspondent plus au rôle qu'ils souhaitent avoir. Mais c'est sûr que la temporalité, les défis de communication, là, on s'est lancé sur un petit projet de recherche, essayer de comprendre comment circule l'information dans ce schéma-là. Qui est un peu courtier, là, qui passe l'information à qui, quelle information circule comment. On est rendu à apporter un diagnostic, pas une espèce de portrait diagnostic de comment l'info circule, parce que c'est complexe, mais ça marche. Deuxième pratique fondatrice, garder les citoyens et citoyennes au cœur du processus. Sophie le mentionnait, c'est un mouvement qui est né de citoyens motivés au départ. Ça a pris 6 mois avant qu'on ait 1 pièce dans un compte de banque quelque part. Okay? C'est vraiment décollé sur l'impulsion citoyenne, mais là, depuis 2 ans, on a réussi à trouver des partenaires, on a réussi à trouver du financement, dont un partenaire majeur qui est venu soutenir l'initiative il y a quelques mois pour les 3 prochaines années. Ce que ça amène, en fait, c'est une professionnalisation du mouvement du Grand Dialogue, à la fois du côté de l'équipe terrain qui a un financement, mais aussi du côté de l'équipe recherche qui est capable d'aller chercher des fonds de recherche un peu comme dans l'incubateur. On a de la capacité, c'est une belle opportunité d'aller chercher des fonds de recherche. Mais là, tout d'un coup, on est rendu une trentaine de personnes payées à temps plein ou partiel pour travailler là-dessus. Quelle place on garde aux citoyens dans une professionnalisation de mouvement comme ça? Mais là aussi, dans les derniers mois, on a réfléchi consciemment à cette question-là, puis on a réalisé en fait que les citoyens et citoyennes peuvent et souhaitent jouer plusieurs rôles. Fait que c'est une petite infographie Word, pas très de qualité encore. On travaille avec des artistes qui, quand on est prêt, nous mettent tout en beau ce qu'on fait. C'est pas encore rendu là. Mais ça vous illustre quand même un peu les différents rôles que peuvent jouer des citoyens et citoyennes dans la démarche du Grand Dialogue. On leur trouve des noms poétiques. Vous allez voir, on essaie aussi de transformer la façon dont on parle de transition, la façon dont on parle des enjeux. Ça fait partie de nos stratégies pour aider les gens à voir un peu autrement. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup de métaphores. Là, on va parler, par exemple, de citoyens-voix. Citoyens-voix, c'est les gens à qui on va parler, à qui on va demander de rêver la région, on va les faire parler, dialoguer, puis on va récolter finalement leurs aspirations, leurs rêves. Il y a le citoyen, mon Dieu, citoyen cotylédon. Sans plonger dans la métaphore, ça, c'est les gens qui sont impliqués dans nos cercles de travail, dans nos branches de travail. Donc, ça, c'est vraiment des gens qui sont activement impliqués dans les décisions, dans les discussions, dans la mise en action, finalement, du Grand Dialogue. On a des citoyens pollen, c'est nos ambassadeurs et ambassadrices, en fait, des gens qui parlent de nous, qui nous aident à développer des nouvelles collaborations, qui nous enlignent vers des milieux auxquels on n'était pas capable d'avoir accès sans ce trait d'union-là, finalement, que les citoyens et citoyennes vont faire pour nous. On a citoyens chercheurs et chercheuses, parce que oui, nous, on les implique dans les activités de synthèse de données. Pas exclusivement, mais comme Sophie disait, on assoit des citoyens puis on leur dit, tiens, voici ce à quoi vos compatriotes de la région ont rêvé. On les fait travailler à la synthèse collective. Donc, puis il y a d'autres citoyens et citoyennes qui s'impliquent activement dans des projets de recherche. Citoyens SEV, pourquoi on parle de citoyens et citoyennes SEV? Ça, c'est des gens, ceux qu'on a déçus parce qu'on était trop dans la structure, le rêve, la réflexion, qui voulaient de l'action. Maintenant, on s'est doté d'un canal, on va l'appeler comme ça, qui permet, parce qu'on se fait tout le temps approcher par des gens qui veulent s'impliquer concrètement. Puis, on leur dit, écoutez, nous autres, notre mandat, c'est de créer des espaces de dialogue, de construire le rêve collectif, puis de mobiliser les acteurs clés dans la mise en œuvre de la transition. Mais toi, si ce qui t'intéresse, c'est de faire un jardin communautaire, on sait vers qui t'enligner. La serve dans le Grand Dialogue, c'est comme des canaux qui nous permettent d'associer des motivations citoyennes à des lieux, des organismes, des initiatives qui ont besoin d'un coup de main. Fait que ça aussi, on considère le rôle citoyen comme ça, comme dans l'action, mais ce n'est pas par le Grand Dialogue que ça se réalise. Nous, on est des mailleurs, des passeurs. Il y en a un dernier, c'est celui de citoyens et feuillage. En fait, ça, c'est ceux à qui on veut parler, ceux à qui on veut diffuser. Fait que ça, c'est le public général à qui on va aller faire des présentations qu'on va toucher par différents médias. C'est un peu plus notre public. Fait que ça aussi, c'est une pratique qu'on souhaite garder forte dans le Grand Dialogue. Troisième pratique, le rôle de la recherche. Beaucoup de choses ont été dites déjà. En fait, très honnêtement, je ne répéterai pas
ce que vous avez comme relation recherche-terrain, c'est ce qu'on a dans le Grand Dialogue aussi comme relation recherche-terrain. Puis je dirais qu'on serait à un point où on ne sait même plus où s'arrête la frontière entre les deux. On vit dans une espèce de flou avec lequel nous, on est confortable. Mais si on parle des enjeux, des tensions, on parlait tantôt de reconnaissance de ce mode de fonctionnement de la recherche-là. C'est un enjeu qu'on vit aussi. Fait que, distinction des rôles, reconnaissance, c'est un défi aussi. Quatrième pratique constitutive, le fait de travailler en partenariat avec toutes les organisations présentes sur le territoire. Je dis toutes parce qu'on va dans tous les secteurs. Le Grand Dialogue ne va jamais, l'expression classique, jouer dans les plates-bandes d'une autre organisation. On essaie toujours de voir comment on peut travailler en complémentarité. Depuis 2 ans et demi, on a tissé des liens de collaboration avec à peu près 250 organisations nationales et au moins 150 organisations là-dedans, qui sont des organisations locales dans la région. Souvent, c'est des gens qui nous ouvrent des portes pour qu'on aille faire des animations dans leur milieu. La plupart des organisations avec lesquelles on travaille disent, écoutez, moi, je travaille avec des jeunes, je travaille avec des ados, je travaille avec des personnes qui vivent de la pauvreté matérielle, je travaille avec des personnes issues d'immigration. On vous offre un espace pour venir parler à ces gens-là. Fait qu'on, comme Sophie le mentionnait, sans le répéter, on va co-construire avec eux des activités spécifiques pour faciliter la prise de parole de ces gens-là et intégrer leurs rêves au rêve régional. Je peux me permettre d'ajouter, par exemple, Collectivité Zen, on va aussi contribuer à plus grand que nous. Là, on va, avec toute l'expertise qu'on développe, toute la recherche terrain, tout ça s'en va aussi dans un mouvement qui est national, puis on va vraiment mutualiser toutes nos forces. Super important. Oui, puis c'est ça, l'idée de toutes ces collaborations-là qui se développent beaucoup autour de la collecte du rêve présentement, c'est que toutes les organisations avec lesquelles on travaille déjà, avec qui on a des bonnes relations, ce sont des organisations qu'on va pouvoir mobiliser dans des chantiers de transformation. Fait que si, par exemple, au niveau de la mobilité, si vous venez au Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous allez voir que sans votre voiture, vous allez vous sentir très, très dépauvri. Les gens sont conscients et ils veulent que ça change. Mais tu sais, c'est difficile. On n'est pas, c'est pas à Montréal. C'est très peu de densité, etc. Fait qu'à travers des animations qu'on a faites, on a réussi à fédérer une 12aine d'organisations régionales, des directions de ministères, des sociétés de transport, des villes, des associations environnementales communautaires qui se sont assises ensemble, qui ont démarré un forum pour la mobilité durable. Ils sont en train de réfléchir à pérenniser une structure régionale pour accélérer la transition vers une mobilité durable. Fait que, vous voyez un peu comment on opère très stratégiquement, mais de façon très opportuniste. On se fait approcher par des organisations, on développe des premiers liens avec eux, puis après ça, on est capable d'asseoir des organisations ensemble pour accélérer finalement leur collaboration pour une transformation de la région. Un des défis, là, vous avez vu, on travaille avec des chercheurs, on travaille avec des citoyens et citoyennes de toutes sortes, on travaille avec des organisations d'à peu près tous les milieux. Le défi du vocabulaire commun, le défi de l'arrimage, de la compréhension mutuelle et le défi d'opérer un dialogue sain, constructif, bienveillant entre toutes ces parties-là. C'est pas simple. Fait que je vais terminer avec un petit outil. On va prendre notre minute de débordement, nous aussi. On a élaboré, en fait, ce qu'on appelle une éthique du dialogue, qu'on rend visible, qu'on explique à chaque fois qu'on commence une réunion, une animation, on donne des règles éthiques. Ils sont très simples. Ta parole doit être bienveillante, tu dois écouter quand les autres parlent. On accueille une diversité de visions. Le but, ce n'est pas qu'on s'entende, c'est que chacun puisse exprimer sa vision. Puis tant mieux si on va explorer des zones un peu périphériques. On accueille les émotions, on ne veut pas juste réfléchir avec la tête. La transition, ça se fait avec la tête, oui, mais avec le cœur, avec les mains aussi. Fait qu'on accueille les émotions. Ça, c'est notre éthique au départ. On a ajouté 2 éléments à notre éthique plus récemment, dont l'indulgence. On vous demandait d'être indulgent parce que c'est la première fois qu'on présentait ensemble. Mais on se donne aussi le droit à l'erreur, le droit à l'expérimentation, le droit à se tromper, c'est des trucs. Et la dernière règle éthique qu'on a ajoutée, c'est la liberté de parole, en fait. On veut se donner la permission de dire ce qu'on pense vraiment. À sortir des discours qui sont un peu conditionnés, soit par notre employeur, soit par notre milieu, soit, fait que, la parole libre, c'est comme un dernier mécanisme qu'on s'est donné.
Fait que peut-être pour conclure, tu sais, on parlait beaucoup de la question de l'innovation. Ce qu'on réalise en fait dans le grand dialogue, c'est que tu sais, ce qu'on fait, c'est peut-être pas une innovation radicale, mais on est plus du genre à disséminer l'innovation un peu partout dans ce qu'on fait. On n'est pas dans des scénarios vraiment de rupture, tu sais, mais par contre, on essaie de faire différemment partout où on peut, tant dans notre façon de s'organiser, dans notre façon de rejoindre les gens, dans notre façon de collaborer, dans notre façon de raconter. Tu sais, Sophie parlait de rêve. Tu sais, l'idée de passer par le rêve, c'est d'amener un discours positif, porteur, mobilisateur, rassembleur pour l'avenir de la région. Fait que ça, on essaye à chaque fois qu'on peut de dire, OK, les voies qu'on sait qui sont souvent testées, c'est ça. On peut-tu essayer une petite voie de côté? Fait qu'on fait de la micro-innovation partout. On a des, tu sais, on est disruptif un peu partout. Mais le fait de fonctionner comme ça, par micro-rupture, ça fait qu'on est, somme toute, bien accueillis partout où on va. On ne dérange pas encore. Non, mais on pousse beaucoup les autres à l'innovation, à se poser des questions. L'éthique du dialogue ramène beaucoup aussi ça fait réfléchir. On voit une différence, puis c'est tout le récit collectif, justement, finalement, qu'on crée en l'analysant, puis en l'innovant. C'est très dynamique, créatif et organique. Fait que si on vient dans un an, on ne vous racontera peut-être pas la même chose. On vous réinvitera aussi pour ça. Je vais tout de suite passer la parole au service aux collectivités de l'UQAM. Pas pour être plus plate après eux autres. Mais non, c'est très intéressant de vous entendre. Donc, on va essayer de ne pas répéter aussi. Il y a déjà plusieurs croisements possibles. Là. Donc, C'est bien collégial. oui, c'est ça. Donc, le service de collectivité de l'UQAM, nous, on existe depuis, en fait, plus de 40 ans. Donc, en fait, le SAC a été créé un peu dans toute la mouvance des mouvements sociaux des années 70, la création de l'UQAM. Et l'idée, c'est vraiment d'offrir une porte d'entrée pour les groupes aux ressources universitaires, donc vraiment dans une perspective de démocratisation du savoir, de promotion collective. Donc, on existe depuis tout ce temps-là. On travaille avec, en fait, on est structuré là, en 3 grands domaines. Là. On travaille avec les organismes communautaires, avec les groupes féminins que Marie va pouvoir vous parler, et les centrales syndicales. Et on travaille à la fois avec des regroupements nationaux, là, comme le Réseau québécois pour l'action communautaire autonome, l'RQAK, le MEPAC. Donc, on travaille à l'échelle provinciale, mais on travaille aussi avec des groupes locaux qui sont vraiment plus ancrés dans les territoires, surtout à Montréal, mais pas seulement. Là, on sort aussi en région. Donc, on tente d'avoir un équilibre aussi dans tout ça là, pour vraiment s'assurer d'une diversité de groupes avec qui on travaille. Donc, en fait, comment on fonctionne, c'est que les groupes, ils nous contactent au service et ils nous arrivent avec leurs préoccupations. Puis, on tente avec eux de définir est-ce que c'est un projet de recherche, est-ce que c'est un projet de formation, parce qu'on fait les deux. On a aussi maintenant un volet étudiant pour arrimer des mandats qu'on offre auprès d'étudiants pour accomplir directement dans les groupes, des mandats plus ponctuels. Donc, les groupes nous arrivent avec des questionnements, puis en fait, on va aller chercher, si on a déjà une collaboration avec un prof, on va aller chercher une professeure qui sur l'expertise qu'ils ont besoin. Donc, ça nous amène à travailler vraiment sur plein de thématiques super variées. Puis l'avantage aussi de ça, c'est qu'on travaille vraiment sur des thématiques émergentes du terrain. Donc, on est vraiment à la fine pointe là, de ce qui se passe à la fois dans des groupes locaux qu'au niveau national. Donc, c'est visible. Donc, comment on organise cette rencontre-là entre les groupes, entre les profs, les étudiants, c'est qu'on met sur pied un comité d'encadrement. Donc, il y en a d'autres qui appellent ça le comité de pilotage ou tout ça. Mais l'idée, c'est qu'en fait, on crée un espace pour que nous, les agents de développement, on va animer, on va suivre, on va faire les traces de tout ça et puis de s'assurer aussi de travailler le plus possible en co-construction. Donc, c'est vraiment l'approche qu'on préconise, puis on y va vraiment en fonction là, de l'intérêt et des besoins aussi.
Donc, en fait, on tente aussi d'atténuer le plus possible les rapports de pouvoir. Sonia, tantôt, le disait qu'il y en a toujours, puis c'est vrai. C'est pas nécessairement qu'il y a du conflit, mais que les groupes, justement, ils veulent que ça aille vite. Les profs, ben, ça prend du temps, le processus de recherche. Donc, nous, on essaie de tenter le plus possible de s'assurer que le projet convient aux intérêts de tout le monde. Donc, en fait, on va accompagner tout le processus. On va aller chercher les financements, on va co-construire le projet de recherche, on va beaucoup discuter aussi des activités de transfert de connaissances qui ne sont pas justement juste à la fin du projet, mais s'assurer qu'il y ait des résultats qui puissent être partagés auprès des groupes au fur et à mesure, pas seulement à la fin, justement, pour nourrir aussi tout ça. Donc, lorsqu'on travaille avec des regroupements nationaux, ça peut être des présentations auprès de leur conseil d'administration, auprès de certains membres. Donc, on réfléchit beaucoup ces questions-là, on met l'accent là-dessus. Donc, c'est... J'essaie d'aller plus vite. Donc, en fait, juste pour, en termes d'instances conseils qu'on a aussi au service de collectivité, on a un comité des services de collectivité, le CESAC, qui est là pour évaluer des projets de recherche ou de formation aussi pour les soutenir. Là, on a des financements de recherche et des dégrèvements pour finalement pour nous donner les ressources pour faire les projets. Et il y a un rôle aussi conseil de réflexion là, sur l'approche partenariale aussi en général. Donc c'est un peu comme ça qu'on est organisé là, ici à l'UQAM. Donc, sans plus tarder, Marie, je te laisse aller avec un projet concret. Je prends le contrôle du PowerPoint. Excellent. Bien, écoutez, comme Mélanie l'a dit, un peu notre rôle comme agent de développement, c'est d'avoir un peu un pied dans les deux mondes. Donc, d'une part, l'université, puis d'autre part, les milieux de pratique. Nos collègues et nous-mêmes accompagnons une centaine de projets par année avec des méthodologies qui sont toutes aussi diversifiées les unes que les autres, qui sont co-construites avec les groupes partenaires. Donc, ce qu'on trouve intéressant aujourd'hui, c'est de vous présenter deux dispositifs, disons méthodologiques, qui avaient été particulièrement porteurs de justice épistémique dans des projets accompagnés dans les dernières années. Peut-être avant d'embarquer, vous aurez compris que c'est ça, je suis responsable du protocole UQAM Relais Femmes, donc qui est une entente de collaboration tripartite depuis maintenant 40 ans entre l'IREF, l'Institut de recherche d'études féministes de l'UQAM, Relais Femmes, qui est un organisme parapluie qui regroupe près de 200 groupes de femmes / féministes, et le service de collectivité. Donc, premier exemple issu du protocole UQAM Relais Femmes, donc on va vous en dire davantage sur la méthodologie puis les défis, et par la suite, Mélanie va enchaîner avec un exemple issu du domaine de communautaire. Le premier exemple, il est vraiment ancré dans les enjeux territoriaux. C'est un peu l'objet de ce panel, puis dans les enjeux liés au droit à la ville, là, qui est vraiment dénié aux victimes de harcèlement de rue, qui sont, comme vous en doutez, principalement des femmes et des personnes des minorités sexuelles et de genre. Donc, peut-être mettre de l'avant un exemple qu'on espère novateur de méthodologie de recherche inclusive, donc qui lie le terrain et l'université, mais aussi qui est imbriqué, donc qui répond aux critères d'une recherche féministe intersectionnelle. Et cette dimension d'intersectionnalité était aussi importante pour le groupe demandeur, donc le CA, le Centre d'éducation et d'action des femmes de Montréal, que pour les chercheurs et étudiantes universitaires. Donc, évidemment, vous vous en doutez, les manières dont les personnes sont harcelées dans la rue ne sont pas les mêmes en fonction de leurs différents positionnements dans les rapports sociaux. Moi, comme femme blanche, cis, hétéro, privilégiée socio-économiquement, je me suis déjà fait pogner les fesses dans le métro, mais je n'ai jamais reçu d'insultes racistes en même temps qu'un commentaire déplacé ou un attouchement. Donc, on partait évidemment de l'hypothèse qu'il y avait à la fois une expérience transversale à toutes les femmes dans la manière dont elles vivent le harcèlement de rue, mais aussi des expériences particulières en fonction de leurs identités et appartenances sociales spécifiques. Donc, comment incarner cette hypothèse-là dans une démarche de recherche? On s'est posé la question et voici la réponse que nous avons mis de l'avant dans le cadre de ce projet-là. Bien, tout d'abord, cette démarche de recherche-là s'est incarnée en deux temps, donc d'une part une enquête qualitative et par la suite une enquête quantitative.
Pour l'enquête qualitative, donc c'est vraiment réalisé par entretien de groupe, on a expérimenté une déclinaison d'une méthode qui s'appelle le forum ouvert, c'est-à-dire en créant un espace de parole qui permettait d'identifier d'une part les impacts communs à l'ensemble des participants et d'autre part les conséquences plus spécifiques selon leurs multiples positionnements dans les hiérarchies sociales. Tous les membres de l'équipe étaient présents dans ce dispositif méthodologique dont on vous parle maintenant. Donc, comment on a fait? On a réuni une vingtaine de personnes participantes qui avaient vécu des expériences de harcèlement de rue. L'expérience a duré 3 heures. Pendant la première heure, toutes les personnes participantes devaient relater une expérience qu'elles jugeaient significative de harcèlement de rue qu'elles avaient vécu à Montréal dans les dernières années. L'une après l'autre, ça a pris quand même 1 heure là, en mode tour de table. Et par la suite, à partir de ce premier débroussaillage-là, pendant les 2 heures suivantes, les participantes avaient à choisir librement, sur la base d'expériences de harcèlement de rue, parmi 5 sous-groupes d'échange qui étaient suggérés et qu'elles pouvaient remettre en question par ailleurs. Nous, on leur avait suggéré que les jeunes femmes qui vivent des problématiques particulières se réunissent ensemble, que les femmes en situation de handicap se réunissent ensemble, que les femmes racisées ou autochtones forment un sous-groupe, que les personnes des minorités sexuelles et de genre en forment un autre. Puis on avait aussi une 5e catégorie pour les personnes qui ne se reconnaissaient pas dans les 4 catégories précédentes. Donc, les participants n'ont pas du tout remis en question notre tentative de catégorisation et ont vraiment choisi, sur la base aussi de ce qu'elles avaient entendu des autres personnes dans le tour de table, le sous-focus group avec lequel elles avaient le plus envie de bâtir et de construire une connaissance commune. On trouvait aussi que cette approche-là avait le double intérêt de répondre à la fois à des critères de rigueur scientifique, de permettre à la fois de partager, d'approfondir, mais aussi d'être forte de sens au niveau politique, parce qu'évidemment, ça tablait sur la conscientisation, sur la scientificité et sur la solidarisation entre victimes. Évidemment, toutes ces personnes présentes-là ont pu se prononcer et ont été invitées à le faire dans la formulation de recommandations visant à contrer le harcèlement de rue et ses impacts à Montréal. Donc, les enseignements qu'on a tirés du dispositif méthodologique de la phase qualitative, puis permettant aussi de documenter cette imbrication-là des oppressions dans l'expérience du harcèlement de rue, elle a été reprise dans l'enquête quantitative, donc la phase 2, qui, elle, a réuni 3200 personnes répondantes. On se rappelle qu'on avait une vingtaine de personnes participantes à la phase qualitative, et là, 3200 répondantes à un questionnaire. Donc, on a un petit changement d'échelle ici. Évidemment, on a fait dans cette enquête-là des analyses qui sont à la fois transversales, mais aussi par sous-groupe de personnes davantage discriminées. Donc, vous voyez quelques résultats à l'écran en fonction du positionnement des personnes dans les différents rapports sociaux, le taux d'occurrence du harcèlement de rue vécu à Montréal dans la dernière année. La recherche a été citée comme modèle d'analyse ADS+, donc analyse différenciée par le sexe et intersectionnelle par le Service de la diversité et inclusion sociale de la Ville de Montréal. Stratégie du secrétariat à la condition féminine sur les violences faites aux femmes, une stratégie dans laquelle l'intersectionnalité est nommée par ailleurs. Petit clin d'œil au gouvernement Legault, qui n'engage que moi. Donc, par exemple, à travers cette méthodologie, ça nous a permis d'illustrer que des hommes racisés pouvaient aussi vivre du harcèlement de rue sur la base de leur racialisation. Par contre, lorsque ces personnes-là sont aussi des femmes, les chiffres explosent. Donc, c'est vraiment la combinaison de facteurs de marginalité qui précarise, disons, certaines personnes à vivre davantage de harcèlement. C'est quoi les défis rencontrés dans ce processus-là? Bien, évidemment, ils sont nombreux. Là, pour l'enquête qualitative, donc le grand focus group en 2 temps, évidemment, bien, il y a le défi de la catégorisation. Comment dirais-je? Les personnes vivent une pluralité d'expériences dans leur vie. On leur a suggéré des manières de se diviser qu'elles ont d'ailleurs acceptées, pas du tout remises en question. Mais quand même, on trouvait l'exercice plutôt délicat en contexte de pluralité d'expérience. Par exemple, pour le sous-groupe des femmes en situation de handicap, ça regroupait des femmes ayant différents vécus, là, que ce soit des handicaps en matière physique, psychologique, bref. Mais quand même, elles ont malgré tout pu se solidariser sur la base de leurs différentes expériences. Aussi, même chose pour le sous-groupe minorité sexuelle et de genre, bien évidemment, ça forçait des dévoilements. Si tu te
Si tu t'en vas dans ce sous-groupe-là, ben, c'est qu'on se doute que ça fait partie de ton identité. Ça ne nous a pas du tout été présenté comme étant problématique par ailleurs pour les femmes qui ont choisi de joindre ce focus groupe-là, parmi lesquelles il y avait également des femmes trans. Mais dans tous les cas, on voulait reconnaître l'agentivité des personnes. C'était vraiment à elles de choisir le sous-focus group et les autres femmes avec qui elles voulaient construire cette connaissance-là. Un deuxième défi, ça a été d'inventer, de documenter ce dispositif méthodologique-là. Évidemment, on s'est inspiré de la méthode plus documentée du forum ouvert, mais on l'a quand même beaucoup adapté. Puis, vous savez, hein, c'est les enjeux de l'autoréférencement. Donc, on ne peut pas citer de dispositif méthodologique puisqu'on en a inventé un nous-mêmes par le fait même. Donc, on s'en est sorti en méthodologie. Veut pas, ça a aussi généré des défis logistiques. Il fallait avoir un espace de dialogue et de tour de table assez grand pour accueillir quand même 25 personnes. On l'a fait d'ailleurs dans les locaux du centre. Ça entraîne des enjeux affectifs aussi. Dans le grand tour de table, il y a eu des larmes. C'est des expériences parfois très traumatisantes pour les personnes qui ont été relatées. Il y avait aussi présence d'une intervenante sur place pour que les personnes puissent ventiler et se confier en one-on-one au besoin. Et évidemment, plus il y a de personnes dans un exercice de tour de table, plus il y a des enjeux de confidentialité là, entre les personnes participantes. Donc, elles se sont vraiment engagées à ne pas répéter les propos qu'elles avaient entendus. Je crois que ça a été très bien respecté. Pour ce qui est des défis dans la recherche quantitative, on est complètement ailleurs. Évidemment, donc à 3200 personnes répondantes, vous doutez que la collecte de données a été complexe et a demandé un certain temps. On a choisi une collecte à 2 tiers web puis 1 tiers par téléphone de mémoire parce qu'on voulait, c'est pas les mêmes personnes qui répondent à une enquête web et par téléphone, c'est pas tout le monde qui a accès à un Internet aussi qui lui permet de remplir des enquêtes web. Donc, on avait quand même cette sensibilité-là. Il y avait aussi la complexité de l'analyse, puis surtout de la co-analyse. Surtout que dans l'expérience qualitative, le groupe demandeur, le CA, avait vraiment les 2 mains dans les données. Tous les membres de l'équipe avaient été là dans le focus group, donc non seulement on avait les verbatims en tête, mais on se rappelait de ce que nous-mêmes, on avait entendu. Donc, ça facilitait réellement une co-analyse à toutes les étapes. Probablement aussi parce qu'on est tous des qualitativistes, veut pas, puis que c'était lié à nos formations respectives. La phase quanti, ça a vraiment été autre chose, en fait. Il y avait comme 2 personnes dans l'équipe, donc la chercheure principale Isabelle Courcy, puis l'étudiante qu'on avait choisie pour accompagner ce processus-là, qui avait beaucoup d'expérience en SPSS, en analyse quantitative de large échelle. Moi, c'est comme ma formation d'historienne, ce n'était pas du tout mon cas, on va le dire comme ça. Donc, ce n'était pas à la portée de tous les membres de l'équipe. Donc, on salue évidemment la pédagogie de la chercheure Isabelle, qui nous prémanchait, entre guillemets, les données pour faciliter notre processus de co-analyse pour s'assurer qu'on ait un vocabulaire commun puis une compréhension partagée des chiffres, de leurs implications puis des imbrications entre les différents tableaux et les différentes vulnérabilités qui ont été observées. Vous vous doutez qu'à 3200 personnes, ce n'est pas nous qui nous sommes promenés dans le métro avec un logiciel pour enregistrer les réponses. On a fait affaire avec une firme de sondage professionnelle. Nous avions le budget pour ce faire, ce qui est très, très rare dans les projets de recherche partenariale. Je tiens à le saluer. Mais évidemment, l'harcèlement de rue touche les questions des violences subies par les personnes et par les femmes. Donc, on a dû former les personnes sondeuses parce qu'ils devaient recevoir des dévoilements. C'est la première fois que cette demande-là était faite à la firme de sondage, qu'on puisse participer à une petite formation des personnes sondeuses, mais finalement, ça a été fait et je pense que ça a été bien fait. Par hasard, j'ai déjà croisé une personne qui avait répondu à l'enquête quantitative, puis qui m'en a fait part, puis elle avait été très satisfaite de son expérience, ce qui nous a beaucoup rassurés. Ça pour dire que c'était quand même un dispositif méthodologique imbriqué à DS+, tant quali-quanti, qui a amené de nombreux défis dont j'ai tenté de rendre compte rapidement. Mais ce jeu-là en valait vraiment la peine parce que cette chandelle-là, ce jeu-là en valait la chandelle. Vous avez compris ce que je voulais dire, évidemment. Notamment parce que non seulement ça a permis d'illustrer une parole, de documenter un phénomène de société qui était auparavant
assez ignoré à Montréal, on va se le dire, à part le CAF, il y a quelques années, il n'y a personne qui travaillait sur le harcèlement de rue. Puis maintenant, ça a tellement été mis au jour qu'il y a un plan d'action de la Ville de Montréal en matière de lutte au harcèlement de rue, qu'il y a des formations qui se donnent sur une base quotidienne et que plusieurs recommandations qui ont été formulées dans l'étude sont maintenant en chantier. Donc, on se croise les doigts pour la suite. Ben, je peux faire ça pour toi, cher collègue. Donc, rapidement, pour terminer, un autre exemple rapide que j'avais le goût de partager, c'est un projet de recherche qui a eu lieu avec le bâtiment 7, là, que j'imagine que vous connaissez de plus en plus, là, dans un bâtiment dans Pointe-Saint-Charles qui regroupe plusieurs organismes qui fonctionnent par cercle et sociocratie. Donc, en fait, et on a travaillé avec Sylvain, David, ici présent. Donc, dans le cadre de ce projet-là, on avait notre comité d'encadrement pour poursuivre la recherche. On a commencé en 2019 et cette recherche-là portait sur les rapports entre les groupes du B7 qui sont financés par des fondations. Donc, l'idée, c'était de trouver une formule pour rendre les rapports un peu plus horizontaux entre ces deux groupes d'acteurs-là parce que auparavant, si je ne me trompe pas, c'était plus un comité des partenaires, donc ça amenait une relation un peu plus les groupes du B7 qui présentent leur projet et qui montrent que tout va bien avec les bailleurs de fonds qui sont là en écoute. Donc, on s'est dit comment on peut revoir un peu cette formule-là pour changer le rapport. Et là, l'idée est ressortie de mettre sur pied un chantier d'apprentissage, de dire oui, on échange des nouvelles, on partage les avancées de la recherche, mais on met une thématique au jeu. Puis une préoccupation qui est tant portée par les groupes que par les fondations. Donc, on a fait ça 2 fois par année. On a, par exemple, parlé de mixité sociale et d'inclusion. Donc, ce que ça a favorisé, c'est vraiment justement, ça a ouvert le dialogue, en tout cas, ça a changé justement le type de rapport. Donc, finalement, chacun parlait pour son organisation, pour soi, sur comment il voyait la thématique, ou comment ça s'incarnait. Donc, je ne sais pas comment me résumer rapidement, mais je pense que ça rejoint peut-être un peu les défis aussi, souvent dans tout ce qui est le transfert, la mobilisation des connaissances. Donc, comment tous les échanges qu'on peut avoir dans un petit comité, comment on peut élargir ça. C'est le chantier d'apprentissage, c'est une occasion aussi d'aller un petit peu plus largement pour échanger. Mais dans le cadre de ce projet-là aussi, on s'est rendu compte que notre limite, c'est de rejoindre, d'aller un peu plus largement aussi de comment que les groupes reprennent ça dans leur pratique, comment que les fondations retournent avec ça dans leurs organisations. Donc voilà, vous posez des questions. Sylvain, si tu veux compléter. Je pourrais répondre aux questions là-dessus. Merci beaucoup pour le partage des 3 expériences. C'était très riche et très clair.